est un fidèle de cet événement et qui est dirigeant fondateur de Parlons RH. Bienvenue Thomas. Parlons RH publie le baromètre de l'expérience collaborateur, 6e édition. Elle vient de sortir et c'est tant mieux, ce baromètre 2023 concerne justement les managers de l'entreprise. Donc leur place est complètement questionnée, bouleversée dans l'entreprise. Comment sont-ils associés ou non à la démarche d'expérience collaborateur? Quelle autonomie on leur donne pour animer, piloter les sujets RH dans l'entreprise? Alors, il va nous donner des résultats très importants et surtout, on va dézoomer avec vous pour mettre ces résultats en perspective et les analyser. Et je ferai réagir tout à l'heure nos témoins. Bienvenue, c'est parti pour 20 minutes. Merci beaucoup pour cette invitation. Je suis ravi d'être là avec vous pour partager cette keynote sur l'expérience collaborateur. J'espère justement que vous allez passer une bonne expérience. Je suis donc Thomas Chardin, le dirigeant fondateur de Parlons RH. Parlons RH, c'est à la fois un média pour les professionnels RH que vous êtes et en même temps une agence de marketing RH, non pas pour les DRH, mais pour les prestataires, tous ceux qui ont un stand ici, s'ils veulent pouvoir finalement rentrer en relation avec vous. Mais je ne suis pas là pour vous parler de Parlons RH, je suis bien là pour vous parler d'expérience collaborateur et plus précisément du rôle du manager dans l'expérience collaborateur, parce que, comme cela a été dit, alors, petite zapette, donc ça c'est l'effet... Alors, en fait, il y a beaucoup de chiffres dans ce baromètre, voilà. Donc j'allais être un peu en panique si je ne pouvais pas vous présenter quelques chiffres. Juste pour vous dire d'abord que c'est une étude barométrique annuelle, donc on suit depuis 6 ans l'évolution de la pratique d'expérience collaborateur, avec chaque année un focus. En 2018, c'était le concept d'expérience collaborateur. En 2019, le lien avec les différentes pratiques de marketing RH. 2020, les freins et leviers d'accélération de l'expérience collaborateur. 2021, quel est évidemment l'impact de la crise sur l'expérience collaborateur. 2020, l'hybridation du travail. 2022, pardon, l'hybridation du travail. Et évidemment, on arrive à 2023, où on fait un focus sur le rôle du manager, des managers, du management dans l'expérience collaborateur. Je voudrais tout de suite remercier notre partenaire, parce que sans ce partenaire, on ne pourrait pas produire chaque année ce baromètre. Et il s'agit de la société UKG. Merci à eux. Je ne pense pas qu'ils aient un stand aujourd'hui, mais je vous invite évidemment à aller voir ce qu'ils proposent sur le sujet de l'expérience collaborateur. Alors le baromètre, il y a dans ce baromètre qui est là, qui est en accès gratuit sur le site de Parlons RH, vous avez plusieurs centaines de chiffres. Donc c'est un peu frustrant pour moi et probablement aussi pour vous. Je ne peux évidemment pas, dans le temps imparti, dans les 20 minutes que nous avons ensemble, maintenant les 18 minutes que nous avons ensemble, vous présenter l'exhaustivité des résultats. Donc je vais être un peu drastique dans mon propos, et c'est forcément un peu réducteur pour vous partager ce qui me semble être, moi, les messages clés de ce baromètre. La première chose, et on peut évidemment s'en satisfaire, c'est qu'on assiste à une expérience collaborateur qui est pied au plancher. On a une très très forte démocratisation de la pratique. En 2019, c'était 25% des entreprises qui avaient initié une démarche d'expérience collaborateur. Selon notre baromètre, en 2023, c'est 2 tiers des entreprises, 66%, qui ont initié une démarche. Je ne crois pas dans le domaine des ressources humaines, il y a une pratique qui a eu une telle explosion, un tel développement, un développement aussi rapide et soutenu que celui-là. Chaque année, on est surpris, on verra en 2024 si on est à 75%. Alors à quoi c'est dû à ce taux d'équipement d'une certaine manière extrêmement rapide? D'abord par mimétisme, ce que j'appelle le mimétisme entrepreneurial. Par les porosités de la collaboration, on va dire des grandes entreprises vers les plus petites. Grandes entreprises, très grandes entreprises, ETI, PME, TPE. Il n'y a pas des écarts très très importants entre les très grandes entreprises et les TPE. Il ne faut pas croire. On est à 75% justement des très grandes entreprises et on est plutôt à, un petit peu à 60% sur les PME. Vous avez tous les résultats détaillés par secteur d'activité, etc. dans le baromètre. Donc il y a des écarts et une forme de démocratisation, d'infusion de la pratique par ce mimétisme entrepreneurial. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est par l'effet évidemment accélérateur de la crise sanitaire. On a pu le mesurer dans nos baromètres précédents. Les entreprises qui pratiquent l'expérience collaborateur ont 12 points de plus des salariés plus engagés. En fait, ils ont plus de salariés plus engagés
et ils ont moins de salariés moins engagés. Donc évidemment, dans une dynamique de crise sanitaire où le lien avec le collaborateur représente quelques difficultés, le fait de pouvoir les engager, à partir du moment où la pratique d'expérience collaborateur permet ces bénéfices-là, elle a tendance, là encore, à se diffuser plus rapidement. Et puis vous n'êtes pas sans connaître tous les enjeux auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui, talent war, talent bomb même, guerre des talents, en bon français, je vais utiliser encore quelques anglicismes, Great Resignation, la grande démission, quiet quitting. En fait, on est quête de sens, notre rapport au travail change, et l'expérience collaborateur est aussi, là, dans les échanges qu'on a avec les DRH, parce qu'il y a une étude barométrique, statistique, quantitative, mais il y a aussi beaucoup de focus group et d'interviews qui nous permettent de dire, mais en fait, cette expérience collaborateur, elle permet aussi de répondre à ces enjeux. Donc, la pratique d'expérience collaborateur continue sa croissance et son développement accéléré. Mais c'est une démarche un peu lacunaire et les DRH sur le sujet nous semblent plutôt bons croyants, mais pas forcément bons pratiquants, si vous me permettez l'expression. Alors pour 4 raisons. La première, c'est que la vision de l'expérience collaborateur est une vision parfois très généraliste, très globalisante. La deuxième réponse à la question, qui est pour vous, à titre personnel, une stratégie RH d'expérience collaborateur, c'est quoi? La deuxième réponse, pour 41%, 4 DRH sur 10, c'est toute politique RH qui place l'humain au cœur de la stratégie. Non, l'expérience collaborateur, ce n'est pas toute politique RH qui place l'humain au cœur de la stratégie, même si ça permet cela. Alors, à chaque fois, moi, je me fais un peu l'avocat du diable, hein, le mouche du coche. C'est-à-dire que je vais regarder, je focalise sur les résultats qui me semblent être devoir progresser. Mais je viens de passer la première élément de réponse, qui me semble être une définition là tout à fait... alors on est un peu en dessous de la majorité, mais 49% nous disent que c'est une politique RH spécifique, basée sur l'écoute, l'évaluation des besoins et l'amélioration des services RH à destination des collaborateurs. Donc on est plutôt sur une forme de maturité qui augmente aussi hein, sur l'appréhension du concept d'expérience collaborateur. Mais on a encore des visions très larges, très différentes, ce qui explique d'ailleurs le développement de la pratique. Si on pense qu'on a toujours fait de l'expérience collaborateur, au fil du temps, on va avoir tendance à répondre « Bah oui, en fait, ce que je faisais avant, que je n'appelais pas expérience collaborateur, maintenant je le fais. » Donc ça peut expliquer cela. Premier point. Deuxième point, on a une digitalisation RH qui est à la traîne en France. Je dis en France, mais enfin, ce qui nous importe là, c'est le marché français. Dans notre baromètre, on constate qu'on est très en retrait par rapport aux attentes de base des collaborateurs. La majorité des entreprises, qu'elles soient pratiquantes ou non de l'expérience collaborateur, n'ont pas de système de solution digitale pour collecter les besoins, les attentes des collaborateurs. Alors vous allez me dire, on n'a pas besoin du digital pour savoir ce que pensent les collaborateurs. Bah si. Au bout d'un moment, si. L'informel, c'est très bien. La machine à café, il faut la garder. L'échange en direct, en live, il faut absolument le conserver. Mais l'outil permet quand même beaucoup de choses. Et là, on a la majorité des entreprises qui ne sont pas équipées. Alors, ça, c'est le verre d'eau à moitié vide. Le verre d'eau à moitié plein, c'est que les entreprises qui pratiquent l'expérience collaborateur ont un taux d'équipement digital 2 fois plus élevé que celles qui ne pratiquent pas l'expérience collaborateur. Alors, est-ce qu'il y a un lien de causalité ou un lien de corrélation? Alors, oui, il y a un lien de corrélation, mais est-ce qu'il y a un lien de causalité? Est-ce que je suis plus digital, donc je pratique plus l'expérience collaborateur? Ou est-ce que je pratique plus l'expérience collaborateur, donc je suis plus digital? Ça, on ne le sait pas. Mais en tout cas, sur le digital, on voit bien que là, on a encore un problème, comme si le digital était encore perçu comme un asservissement. Non, il faut savoir s'en servir du digital pour justement s'en asservir. Vous avez juste en face de moi l'espace innovation avec le Lab RH. Il y a plus de 300 startups adhérentes au Lab RH qui couvrent tous les pans fonctionnels de la RH. Donc, je ne peux que vous inviter à aller au Lab RH et puis dans tous les autres stands. Troisième élément qui montre que les DRH sont peut-être plus croyants que bons pratiquants, c'est qu'on a une pratique parcellaire. Alors, là encore, le verre d'eau est à moitié plein. Il y a 6 entreprises sur 10 qui ont bien compris la dynamique d'expérience collaborateur. Et pour la résumer, c'est écouter pour agir. Et ce, de manière cinétique. J'écoute les collaborateurs et en fonction de ce qu'ils me disent, je considère leur perception comme une réalité, c'est le cas. Et en fonction de ce qu'ils me racontent, j'essaye d'agir dans un cadre contraint, dans un business model contraint par les aspects économiques et les aspects juridiques. Écouter pour agir. Sauf qu'il y a encore 4 entreprises sur 10 qui écoutent sans agir
Donc on met plein de thermomètres partout, on constate peut-être qu'on est malade, mais par contre il n'y a pas d'action. Et puis il y en a d'autres, c'est l'inverse, elles agissent sans écouter, en pressentant ce que pense le collaborateur ou ce que ressent le collaborateur ou le candidat. Juste avant, je vous ai dit que la solution digitale en était peu équipée. 90% des entreprises n'ont rien mis en place en termes de mesure de l'expérience candidat. 90%. Bon, si on n'avait pas de problème de recrutement, on pourrait le comprendre. Sauf qu'on est plutôt à 90% des entreprises qui ont des difficultés à recruter. D'où la nécessité de se prémunir de cela. Donc il faut bien être dans l'écoute et dans l'action. En fait, il faut être à la fois dans le diagnostic et dans la posologie, et pas être que dans le diagnostic et pas que dans la posologie. Quatrième point, on a un rôle des DRH qui s'affirme, et ça c'est très positif, au fil du temps. On a 78%, 3 DRH sur 4 qui pensent que c'est à eux de porter la responsabilité de l'expérience collaborateur. C'est une excellente chose puisqu'on gagne 5 points par rapport à 2022. Mais prenons la chose à l'envers, hein, c'est toujours le verre d'eau à moitié plein, à moitié vide. On a donc quand même un DRH sur 5 qui pense que ce n'est pas à lui de porter le sujet. Or que oui, c'est bien à la fonction RH, à mon avis, d'en être le porteur, le leader. Ce n'est pas parce que l'expérience collaborateur, c'est l'affaire de tous, que ce n'est pas au DRH d'en porter. Je regarde le timing, il doit être là, donc c'est bon. Je suis encore dans le bon timing. Qu'est-ce qu'il en est du management? Alors, il y a plein de... On va prendre cette slide de manière un peu séquentielle. D'abord, vous avez les résultats qui sont au milieu. On essaie de classer chaque année quelles sont les activités RH qui sont les plus prioritaires pour les DRH au regard de l'expérience collaborateur. Et le management est en deuxième position. Si tant est que le management soit une activité RH, hein, on peut challenger évidemment dans toute enquête, il y a des biais, tant dans les questions posées que dans les réponses. Mais le management est en deuxième position. Première position, l'onboarding. Il est à noter que le recrutement est en quatrième position. Autrement dit, l'expérience du candidat est moins importante que celui qu'on recrute. Et d'ailleurs, une fois celui qu'on embauche, qu'on onboard, qu'on intègre, qu'est-ce qui va se passer une fois qu'il aura été intégré? Il va retomber dans une expérience collaborateur moins importante. Hein. Donc le management est très bien positionné. Il y a très peu de différence dans toutes les thématiques entre les entreprises qui pratiquent l'expérience collaborateur et celles qui ne pratiquent pas. Dans notre baromètre, on a plusieurs critères de tri, le secteur d'activité, la taille d'entreprise, si la personne qui nous répond est un DRH ou un autre acteur, et on a son degré de pratique. Est-ce que c'est un early adopter, il est très en avance sur l'expérience collaborateur, ou est-ce qu'il est réfractaire, est-ce qu'il est pratiquant ou non pratiquant? Non pratiquant, pratiquant. Et là, qu'est-ce qu'on constate? C'est grosso modo, qu'on soit pratiquant ou non pratiquant, on priorise les mêmes activités RH, sauf le management, qui est toujours en deuxième position. Mais vous voyez, il y a un écart de pratique assez important, de 16 points, entre celles qui pratiquent, qui sont en jaune, et celles qui ne pratiquent pas, qui sont en gris. Qu'est-ce que ça signifie, ça? Alors, ça signifie d'abord, vous avez d'autres résultats dans le baromètre qui montrent que le manager est le rouage essentiel de l'expérience collaborateur. Tous les DRH qui ont répondu sont en très grande majorité disent le manager, c'est indispensable pour faire vivre au quotidien l'expérience collaborateur. Mais dans la déclinaison, dans la mise en opération, comment est-ce qu'on passe d'une entreprise qui ne pratique pas à une entreprise qui pratique? On voit bien qu'on a quelques difficultés. En fait, dans le passage à l'opérationnel, il y a comme une prise de conscience qui s'effectue plus forte pour dire, ouais, le manager, il occupe une place centrale en tant que cible et en tant que relais. En tant que relais, c'était évident, mais en tant que cible particulière, il va falloir que je l'accompagne un peu. Petite différence. Mais l'élément principal, c'est de dire, waouh, le manager, on ne pensait pas nous arriver à une forme de considération extrêmement forte de la part des professionnels RH, des répondants, qui ont dit, waouh, l'expérience collaborateur, il faut que le manager en fasse partie. Il faut c'est un rouage essentiel, il faut qu'on trouve, c'est une courroie de transmission extrêmement importante. Je vous passe toutes les expressions là-dessus. Point extrêmement positif. Mais qu'en est-il de l'expérience manager lui-même? Et là, c'est un petit peu plus subtil ou nuancé, voire carrément dans l'injonction paradoxale. D'abord, le manager a été, rappelons-le,
particulièrement affecté pendant la crise, en tant que collaborateur, comme vous et moi, mais aussi en tant que manager, en tant que responsable d'une équipe, à se soucier, à porter d'une certaine manière les soucis, les impondérables, les difficultés de ses propres collaborateurs. Est-ce qu'il a été aidé par l'entreprise pour cela? Très très peu. Il a dû se passer du management en présentiel au télémanagement, gérer les problèmes de confinement, les problèmes personnels. Tout d'un coup, il y a la formation à distance, c'est une bonne chose. La formation digitale a explosé. Est-ce qu'on lui en a donné les moyens? Pas toujours. Donc il n'a pas forcément bien vécu la crise. Et en sortie de crise, on lui dit « Wow, le monde a changé. Qu'est-ce que tu fais là? Il faut vite adapter le monde là. Il faut adapter ton management, un peu plus d'autonomie, de responsabilité, de confiance. » Mais est-ce qu'on lui donne pour autant les moyens, là encore, en termes de formation, d'accompagnement, liés à sa propre expérience? Pas trop, ou pas toujours. En tout cas, c'est ce que nous donnent les résultats. Et en plus, cette forme d'injonction à l'action, à l'adaptation, elle vient du bas. Bon, t'es gentil, mais moi, je veux 3 jours de télétravail, hein, voire 4, voire etc. Donc, il y a toute une demande en disant « Oh là là, hein, tu sais, moi, des entreprises comme toi, j'en trouve 10 sur le marché. Hein. » Donc, vous voyez, il y a tout un changement qui s'opère et qui est extrêmement rapide. Un inversement du marché, hein, d'un marché d'employeurs, on passe à un marché de salariés. Mais vous avez aussi le top management qui lui dit bah, « ça serait bien de faire bouger l'entreprise, on est en pleine transformation, on compte sur toi. C'est toi l'agent du changement. » Je ne dis pas que c'est la seule source de la crise des vocations, mais c'en est un élément essentiel. Hein. Avant, le Graal, c'est d'être manager dans une grande organisation. Moi, je ne connais pas trop de jeunes autour de moi qui disent « ouais, moi j'ai trop envie d'être manager dans une grande organisation en plus. » Premier point. Deuxième point, peut-être le plus important en fait, issu de notre baromètre, c'est qu'il faut ménager les managers. Oui, on leur donne plein de choses à faire, mais est-ce qu'on les accompagne pour cela? La réponse est non. Et sur l'expérience collaborateur, on dit ouais, messieurs, dames, vous avez, les managers, vous avez un rôle très important, mais votre expérience à vous, est-ce que vous avez des outils pour mesurer l'expérience managériale, l'expérience propre et spécifique des managers? La réponse est majoritairement non. C'est les chiffres que vous avez sur la droite. À partir du moment, enfin, ne s'améliore que ce qui se mesure, à partir du moment où on n'a pas d'outils, on n'a pas de solution, on n'a pas de pratique, on n'a pas de démarche structurée, bah, ça veut dire qu'on ne fait pas grand-chose. On peut porter dans son cœur les managers, mais pas forcément les accompagner dans la déclinaison de cette expérience collaborateur. En fait, ils sont très peu accompagnés, c'est la dernière roue du carrosse de l'expérience collaborateur aujourd'hui, et pourtant, on a bien dit que c'était un maillon, le maillon fort. Ça devrait être le maillon fort. En fait, on oublie souvent que l'expérience collaborateur, c'est une symétrie des attentions, enfin, mais il faut mettre un S à symétrie. Vous savez, la symétrie des attentions qui fonde l'expérience collaborateur, qui est l'éthique de la réciprocité. Hein. Si on veut qu'un collaborateur agisse auprès d'un client d'une certaine manière, souvent d'une manière attentionnée, sur mesure, à l'écoute, proactive, hein, on dit à vous, les salariés, il faut vraiment que les clients aient une expérience exceptionnelle, donc c'est à vous d'agir comme cela. Et pour éviter d'être dans l'injonction paradoxale, dans une forme de dissonance cognitive, on dit aux salariés, symétrie des attentions, l'organisation va agir à ton attention de la même manière. Sauf que l'organisation, ce n'est pas un truc informe, ce sont des personnes. Donc le salarié il se retourne vers qui? Bah, vers son manager. Donc il attend de son manager qu'il se comporte de la même manière à son attention que lui doit se comporter vis-à-vis du client. Moi, j'agis de manière proactive, sur mesure, attentionnée, à l'écoute auprès des collaborateurs. Toi, manager, est-ce que tu agis de la même façon? Et le manager, c'est une personne, il est aussi en droit d'appliquer cette symétrie des attentions en cascade, par effet domino. Si on attend de moi, l'organisation, que j'agisse comme ça, je dois moi-même agir de cette manière, enfin, on doit agir à mon attention de cette manière-là. Je me retourne vers l'organisation. Est-ce qu'on agit vers le collaborateur de la même manière qu'on attend qu'il agisse vis-à-vis du salarié, vis-à-vis du client? La réponse est non. Alors souvent, il se retourne vers 2 types d'acteurs. Vers son propre management et vers les fonctions support. Et dans les fonctions support, évidemment, il se retourne vers la fonction RH aussi, et la fonction IT principalement. Poussons le raisonnement plus loin, il se retourne vers la fonction RH, donc le professionnel RH, il doit se comporter vis-à-vis du manager d'une certaine manière, qui doit se comporter d'une certaine manière vis-à-vis du salarié, qui doit lui se comporter d'une certaine manière vis-à-vis du client. Mais le collaborateur RH,
Lui aussi, il est en droit d'avoir une bonne expérience collaborateur. L'expérience collaborateur, enfin, ça me fait penser à une citation de ma grand-mère, et je vois le temps, il me reste 1 minute 30, donc je vais lui rendre hommage sur cette dernière minute. L'escalier se balaye par le haut, se construit par le bas et se monte marche par marche. L'escalier se balaye par le haut, c'est qu'il y a tout un devoir d'exemplarité dans l'expérience collaborateur. Si on ne commence pas par la tête, ça ne marchera pas. Se balaye par le haut. Se construit par le bas, essayez de construire un escalier par le haut, vous verrez, ça va être difficile. Se construit par le bas, c'est que ça se fait avec les collaborateurs, avec le souci des collaborateurs, avec l'écoute des collaborateurs. Et se monte marche par marche, en fait, le bénéfice de l'expérience collaborateur, c'est une approche systémique. Elle est extrêmement complexe parce qu'il faut adresser tout le monde dans ce que je viens d'évoquer, dans cette symétrie en cascade, symétrie des attentions. Et donc, il faut se donner une orientation, on ne va pas faire tout d'un coup. Alors oui, on commence souvent par l'onboarding parce que c'est ce qui est le plus simple. Voilà. C'est ce qui est le plus facile. Et on se dit, j'ai qu'une seule occasion de faire une première bonne impression. Bah, en fait, il faudrait le faire au niveau du recrutement, entre nous, d'un point de vue chronologique. Hein. L'expérience apprenant, en formation, on gère très très mal cela. Mais vous voyez, il faut, à chaque jour suffit sa peine, et il faut l'adresser. Il me reste 6 secondes juste pour terminer, pour vous dire qu'en fait, l'expérience collaborateur, ça dessine une ligne de fracture assez nette entre deux types d'entreprises. Vous avez d'un côté ce que nous, on qualifie des réfractaires. Elles sont 14% en 2023. C'est celle qui dit l'expérience collaborateur, je ne la pratique pas, mais je m'en fiche et je ne veux surtout pas la pratiquer. J'ai aucun intérêt à écouter les collaborateurs, ça ne m'intéresse pas, ils ne m'apporteront rien et je ne change rien à mon organisation, quelles que soient les évolutions du monde. Je vous assure qu'ils le formulent comme ça. C'est quand même une entreprise sur 7. Ce chiffre est très stable dans notre baromètre. À l'inverse, vous avez les pratiquantes ou les futures pratiquantes qui, elles, sont beaucoup plus agiles et résilientes. Vous avez différentes caractéristiques que je vous ai mis à gauche et à droite. On va vers une forme d'hybridation du travail, etc. L'expérience collaborateur, je voudrais juste terminer là-dessus. L'expérience collaborateur, je vais reprendre une citation de mon ami Patrick Storey qui intervient juste après. C'est ça qui va vous permettre de mettre l'homme et la femme bien évidemment, au cœur des organisations, mais surtout tout l'inverse. Remettre l'entreprise au cœur de l'homme et retrouver cette forme d'affectio societatis qui nous manque tant dans le monde contemporain. Je vous remercie de votre attention.